Bienvenue dans la deuxième partie de ma vidéo sur la pollution automobile. La première partie aborde des sujets intéressants, mais elle n'est pas indispensable pour comprendre celle-ci. Ici, on va essayer de répondre à la question suivante. Est-ce qu'il vaut mieux acheter une voiture neuve qui rejette moins de CO2 ou est-ce qu'il faut au contraire garder sa vieille voiture? On va se concentrer sur les voitures thermiques dans un premier temps et on se penchera sur le cas de l'électrique et de l'hybride après. Pour répondre à cette question, on va s'aider des chiffres donnés par Climobile ainsi que ceux d'un article de l'Argus sur l'évolution des caractéristiques de la voiture moyenne française entre 2009 et 2018. Beaucoup de facteurs différents déterminent l'empreinte carbone d'une voiture, les principaux étant le CO2 lié à la fabrication de la voiture, le CO2 rejeté lorsqu'elle roule et le CO2 rejeté pour fabriquer son carburant. D'abord, la fabrication de la voiture. Elle englobe l'extraction des ressources, la fabrication des composants, leur assemblage, la fabrication des outils de production, etc. L'impact carbone va varier de constructeur à constructeur et même de modèle à modèle. Tout dépend de quels matériaux sont utilisés, en quelle quantité, d'où ils viennent, d'où les pièces sont fabriquées, de leur qualité, d'où l'assemblage final est effectué, etc. En utilisant Climobile, on va faire un tour d'horizon du bilan CO2 de la fabrication de quelques modèles pour nous donner une idée de ce que ça représente. Faites attention par contre, parce que s'il compte le CO2 de la fabrication du châssis carrosserie, du moteur et du réservoir, j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas en compte certains éléments comme les sièges, l'électronique ou encore les freins. Dans la catégorie des sous-compacts en 2016, une 208 produisait environ 3,6 tonnes de CO2 et une Polo environ 3,8 tonnes. Dans la catégorie des SUV intermédiaires toujours en 2016, un 5008 produisait environ 5,6 tonnes de CO2 et un Tiguan 5,3 tonnes. Et dans la catégorie des berlines haut de gamme en 2017, une série 7 produisait 7,2 tonnes de CO2 et une classe S 7,4 tonnes. Ça, c'est le CO2 avant même que la voiture commence à rouler. Ensuite, il y a le CO2 rejeté quand le moteur tourne. Ce CO2 est facile à mesurer puisque les chiffres sont donnés par les constructeurs. Leur problème, que ce soit pour le CO2 ou pour la consommation, c'est qu'avant 2018, ils utilisaient la norme NEDC qui n'était pas du tout réaliste vis-à-vis de la conduite de tous les jours. Dans la vraie vie, la consommation et les rejets de CO2 comparés à ces chiffres étaient 20 à 30% plus élevés. Aujourd'hui, on utilise la norme WLTP qui est plus réaliste. Les Américains utilisent leur propre norme appelée EPA qui est plutôt réaliste aussi. Pour éviter les confusions, je préciserai à chaque fois la norme des chiffres que j'utilise. En dernier, il y a le CO2 rejeté pour fabriquer le carburant. L'extraction, le traitement, le transport de pétrole et son raffinage en 1 mégajoule d'essence produit 10,19 g de CO2. 1 litre d'essence représente environ 33 mégajoules, donc produire 1 litre d'essence rejette 336 g de CO2. J'ouvre une petite parenthèse pour notre cher mazout. La fabrication d'une voiture diesel est à peu près aussi polluante qu'un équivalent essence, un petit peu plus dans certains cas. Un diesel consomme environ 25% de moins et rejette environ 10% de CO2 par kilomètre de moins qu'un équivalent essence. Et la fabrication de 1 litre de diesel va rejeter 472 g de CO2, soit 40,5% de plus qu'un litre d'essence. En plus de ça, 1 litre de diesel nécessite 4,68 litres de pétrole brut pour être produit, alors que l'essence seulement 2,2. Dans le cas d'une 308 de 2020 essence de 110 chevaux consommant 5,9 litres au 100 pour 132 g par kilomètre, le CO2 de la fabrication du carburant fait monter les rejets à 152 g par kilomètre, soit une hausse de 15%. Dans le cas d'une 308 de la même année diesel de 100 chevaux consommant 4,5 litres au 100 pour 118 g par kilomètre, le carburant fait monter les rejets à 139 g par kilomètre, soit une hausse de 18%. Le diesel, pour une 308 de 2020, ne rejette plus que 8,5% de CO2 en moins que son équivalent essence. Si on veut commencer à faire des estimations du bilan carbone d'acheter une nouvelle voiture,
il va falloir faire des hypothèses en plus de tous ces chiffres. On va partir du principe qu'on roule 13 000 km par an, qui est la moyenne nationale. On va partir du principe qu'on est raisonnable et qu'on achète une voiture qui rejette 4 tonnes de CO2 pour la fabrication du châssis carrosserie, du moteur et du réservoir. On ajoutera 50% à ce chiffre, soit un total de 6 tonnes, pour prendre en compte la fabrication des autres éléments. Les chiffres de l'Argus sur l'évolution de la consommation et les rejets en CO2 de la voiture moyenne datent de l'époque de la norme NEDC. Pour avoir des chiffres réalistes, on va les augmenter de 25%. Pour compenser la baisse des diesels à partir de 2015, on va encore augmenter de 10% les chiffres de l'Argus sur les consommations et les rejets. Et enfin, comme on a enlevé la variable du diesel, on va partir du principe qu'après 2015, les chiffres sur la consommation continuent de baisser de 2,2% chaque année et que ceux sur les rejets de CO2 continuent de baisser de 2,5%. Imaginons qu'en 2009, vous avez acheté une voiture moyenne. Les années sont passées et cette voiture se fait vieille. Vous songez à en acheter une nouvelle, mais vous voulez savoir quand est-ce qu'il vaut mieux en changer. En prenant en compte 6 tonnes de CO2 pour la fabrication de chaque voiture, en ajustant la consommation et les rejets de CO2 comme vu dans nos hypothèses et en ajoutant le coût en CO2 de la fabrication du carburant, on peut créer ce graphique qui nous indique le total de CO2 généré sur 40 ans par la voiture de 2009. Ce qu'on veut déterminer dans un premier temps, c'est si vous achetez une nouvelle voiture similaire dans les années suivantes, combien de temps il va falloir pour que ces rejets kilométriques inférieurs compensent le surplus en CO2 de sa fabrication. En rouge, c'est le bilan carbone de si vous en rachetiez une 4 ans plus tard en 2013. En jaune, si vous en rachetiez une 9 ans plus tard en 2018. Et en vert, si vous en rachetiez une 20 ans plus tard en 2029. Quand la courbe de la nouvelle voiture croise celle de l'ancienne, c'est le point d'équilibre. Après ce point d'équilibre, le bilan carbone de la nouvelle voiture vis-à-vis de l'ancienne devient positif. La courbe jaune, c'est le plus tôt que vous puissiez atteindre le point d'équilibre. Donc, dans le meilleur des cas, il faut en tout 10 ans après l'achat de la nouvelle voiture pour que le bilan carbone devienne positif. Il n'y a pas vraiment de règle générale sur combien de temps il faut garder sa voiture, car tôt ou tard, une voiture plus récente finira par moins polluer que la précédente. Tout dépend des décisions que vous prenez vis-à-vis du point d'équilibre avec la voiture précédente. Quelqu'un qui achète une nouvelle essence en 2018 et qui la remplace au moment d'atteindre le point d'équilibre en 2029 va avoir le même impact en CO2 que quelqu'un qui conduit son ancienne de 2009 pendant 20 ans puis qui la remplace en 2029. Si vous remplacez systématiquement votre voiture avant le point d'équilibre, vous allez polluer plus. Si au contraire vous remplacez systématiquement votre voiture après le point d'équilibre, vous allez polluer moins. Mais même s'il n'y a pas de règle générale, on voit clairement qu'il vaut mieux garder sa nouvelle voiture trop longtemps que pas assez. Changer sa voiture trop souvent est mauvais pour l'environnement. Ça, c'est le bilan carbone de quelqu'un qui a changé de voiture tous les 4 ans entre 2009 et 2049. Et ça, c'est le bilan carbone de quelqu'un qui en a changé une seule fois en 2039. Je rappelle qu'on a dû faire quelques hypothèses. Tout va dépendre de la voiture que vous achetez et de l'usage que vous en faites. Si en 2009 vous avez acheté une voiture moyenne et qu'en 2018 vous achetez une grosse Mercos, ça sera pas pareil. De même, si vous êtes un très gros rouleur, il sera plus intéressant de changer de voiture plus tôt. Les résultats vont également varier selon la manière dont est produite la voiture. Si la production de la nouvelle voiture est plus locale et responsable, en changer plus tôt sera moins néfaste. Les hypothèses que j'ai données se rapprochent assez bien de la moyenne nationale. On peut en déduire qu'en général, il faut qu'on garde nos voitures plus de 10, voire plus de 15 ans si on ne veut pas aggraver l'impact carbone de nos déplacements. Actuellement, en 2020, l'âge moyen du parc automobile français est de 10,6 ans. Il a tendance à être à la hausse puisqu'il était de 8,3 ans en 2014 et de 9 ans en 2017. Maintenant, je veux parler des voitures électriques et hybrides qui utilisent toutes deux de grosses batteries pour fonctionner. Commençons par l'électrique. Les rejets en CO2 pour la fabrication d'une voiture électrique à batterie
sont plus élevés que pour un équivalent à essence ou diesel. Les batteries nécessitent énormément de ressources et d'énergie pour être produites, ce qui entraîne des rejets en CO2, mais aussi de la pollution du sol et de l'eau là où les minerais sont extraits et traités. Les moteurs électriques sont également plus polluants à produire. Prenons 3 exemples en utilisant les données de Climobile. Je rappelle que ce site ne donne que les chiffres pour le châssis carrosserie, le moteur et le réservoir. Pour les voitures électriques, il ajoute évidemment la batterie. La fabrication d'une Golf Essence de 122 chevaux de 2016 produisait 4,5 tonnes de CO2, dont 0,38 pour le moteur. Une Golf E de 2016, avec une batterie de 36 kWh, en produisait 8,5 tonnes, dont 3,4 rien que pour la batterie et 1,1 pour le moteur. Une Micra Essence de 90 chevaux de 2017 produisait 3,8 tonnes de CO2, dont 0,32 pour le moteur. Une Leaf de 2019 avec une batterie de 62 kWh en produisait 11,3 tonnes, dont 6,08 pour la batterie et 1,13 pour le moteur. Une Model 3 de 2018 avec une batterie de 75 kWh produisait 13 tonnes de CO2, dont 7,12 pour la batterie et 1,26 pour le moteur. Le coût en CO2 d'une batterie a l'air de tourner entre 90 et 100 kg par kWh. Celui d'un moteur électrique tourne aux alentours de 1,1 tonne, mais sur des motorisations électriques plus modestes, telles que sur une Ion de 67 chevaux, on peut descendre en dessous de 0,8 tonnes de CO2. Contrairement à ce que beaucoup de défenseurs du fossile disent, la pollution des batteries n'est pas entièrement une fatalité. La pollution de la fabrication d'une batterie, tout comme la production de n'importe quelle voiture, dépend de où et comment elle est produite. Une batterie fabriquée dans un pays où l'énergie provient de sources propres et où l'extraction et le traitement des minerais est bien réglementé n'aura pas les mêmes impacts environnementaux qu'une batterie fabriquée ailleurs. Ceci étant dit, l'épuisement des ressources en métaux et les dégâts inévitables de leur extraction posent question. Je mets une vidéo du réveilleur dans la description à ce sujet. Après le CO2 de la fabrication, il vient le problème d'où vient l'électricité qui recharge les batteries. Une voiture qui se recharge sur du renouvelable n'aura pas le même impact qu'une voiture qui se recharge sur du charbon. Une centrale électrique américaine au gaz naturel rejetait en 2018 0,42 kg de CO2 par kWh produit. Une centrale électrique au charbon en rejetait 1 kg et une centrale au fioul 0,96 kg. Pour les énergies propres, on compte 0,006 kg par kWh pour le nucléaire et l'hydraulique, 0,0127 kg par kWh pour l'éolien et 0,055 kg par kWh pour le photovoltaïque. Donc on va faire une moyenne et on comptera 0,02 kg par kWh. Je ne peux malheureusement pas vous dire le bilan en CO2 de la fabrication du charbon, du fioul ou du gaz naturel. Mais étant donné que le carburant est généralement mieux brûlé dans les centrales que dans les voitures, on peut facilement déduire que ce n'est pas pire que pour une voiture. Et puis, il y a la consommation électrique d'une voiture. Pour notre exemple, on va choisir la Leaf avec une batterie de 62 kWh. La consommation de cette voiture en cycle EPA est de 18,64 kWh au 100 km pour un usage mixte, c'est-à-dire urbain, routier et autoroutier. J'utilise le cycle EPA car c'est le seul qui me donne des chiffres en kWh au 100 km. C'est un cycle proche de la réalité et ces chiffres sont confirmés par les tests en conditions réelles menés par l'Argus. Il faut aussi savoir qu'entre la centrale et la batterie, il y a des pertes. Le réseau électrique français peut avoir entre 2 et 3% de pertes d'électricité. Le passage de l'électricité par la borne de recharge puis dans la batterie entraîne une perte entre 12 et 17%. Ces pertes peuvent monter très haut si la recharge est faite en environnement très froid, jusqu'à 61% de perte à moins 25 degrés Celsius. Et une batterie perd sa charge toute seule au fil du temps, on compte environ 10% de perte. Pour 100 km en Leaf et en cycle EPA, en comptant 2,5% de perte du réseau électrique, 13,5% de perte à la recharge, puis 10% de perte de charge de la batterie, il faudra produire 24,6 kWh. C'est une hausse de 32%. Pour calculer le bilan carbone de rouler en électrique selon les sources d'énergie,
On va prendre le même scénario où on achète une voiture essence moyenne en 2009, mais cette fois-ci qu'on la change pour une voiture électrique équivalente en 2018. Je vais aussi mettre le bilan carbone de l'achat de nouvelles voitures à essence équivalentes. Voici les hypothèses qu'on fait. On va partir du principe qu'on roule 13 000 km par an. On va partir du principe qu'une voiture essence moyenne rejette 4 tonnes de CO2 pour la fabrication du châssis carrosserie, du moteur et du réservoir. On ajoutera 2 tonnes supplémentaires afin de prendre en compte la fabrication des autres éléments. On va ajuster les chiffres de l'Argus sur l'essence comme tout à l'heure pour avoir des consommations et des rejets en CO2 proches de la réalité. On va partir du principe que la fabrication d'une voiture électrique équivalente rejette 5 tonnes de CO2 pour la fabrication du châssis carrosserie et du moteur, 4,9 tonnes pour la fabrication d'une batterie de 50 kWh et 2 tonnes pour les autres éléments. On va partir du principe qu'une voiture électrique consomme 18 kWh au 100 km. Et on ajoutera 30% à ce chiffre pour prendre en compte les pertes électriques. Quand on pose les chiffres comme ça, on voit tout de suite le potentiel environnemental de l'électrique. Une voiture électrique roulant grâce au nucléaire ou au renouvelable est peut-être plus polluante à produire, mais en à peine 4 ans, elle a rejeté moins de CO2 que la voiture de 2009 et elle est moins polluante que d'acheter une nouvelle essence. On voit aussi qu'avec la mauvaise électricité, son bilan carbone peut vite s'avérer médiocre, voire catastrophique, et il est plus écologique de rester sur de l'essence. Qu'en est-il du gaz naturel ? Sur ce graphique, il peut sembler intéressant. Le problème, c'est que ce graphique ne reflète pas entièrement la réalité. Dans la vraie vie, si une voiture à essence fiable peut durer 40 ans, la batterie d'une voiture électrique ne peut pas durer autant car ses capacités se dégradent au fil du temps. Même Tesla, qui a parmi les meilleures batteries du marché, si ce ne sont les meilleures, ne les garantit que 8 ans. Sur la faible durée de cette garantie, ils ne promettent qu'un minimum de 70% de la capacité de charge initiale. On va dire qu'il faut 15 ans à raison de 13 000 km par an avant de devoir changer la batterie d'une voiture électrique. Quand on ajoute cette contrainte, on se rend bien compte que la voiture électrique à partir du gaz naturel n'est pas intéressante à long terme. Contrairement à une essence dont les rejets en CO2 s'améliorent d'année en année de façon notable, remplacer une électrique par une neuve ne présente aucun avantage environnemental. C'est-à-dire que quand on achète une voiture électrique, c'est pour la faire durer au maximum, quitte à dépenser beaucoup d'argent à remplacer la batterie. Si tous les 15 ans la voiture entière est remplacée à cause d'une batterie à bout de souffle, le bilan carbone des voitures électriques change. Avec une électricité provenant d'une source propre, l'électrique est toujours intéressante, mais elle perd beaucoup de sa splendeur. Le plus gros danger est que les voitures électriques soient remplacées trop souvent. Une personne qui en change tous les 4 ans aura un bilan carbone s'approchant de celui d'une voiture électrique au charbon. Et ça, c'est pour la voiture moyenne. Une Model S P100D dont la fabrication rejette plus de 17 tonnes de CO2 va être encore pire. Maintenant, les voitures hybrides. Il y a 2 grandes catégories d'hybrides actuellement dans le commerce. L'hybride traditionnel, popularisé par la Prius, et l'hybride rechargeable. L'hybride traditionnel recharge la batterie au moment de freiner. Plutôt que de tout le temps serrer les plaquettes sur le disque de frein pour ralentir, les roues entraînent un alternateur qui crée de l'électricité pour recharger la batterie. Bien sûr, il y a toujours des freins normaux, mais on utilise au maximum la résistance de l'alternateur pour ralentir. Si vous n'avez pas pigé, c'est pas grave. Vous freinez égale vous rechargez batterie égale vous comptant. Une fois la batterie rechargée, l'ordinateur de bord va s'occuper de gérer le moteur électrique et le moteur à essence pour économiser au maximum le carburant. À quel point est-ce que c'est efficace ? Pour ça, on va comparer une Yaris de 2020 essence de 120 chevaux à une Yaris de 2020 de la même finition en hybride de 116 chevaux. Selon les chiffres constructeurs, la Yaris essence consomme en utilisation mixte 5 litres au 100 pour 113 grammes par kilomètre de CO2 rejeté. L'hybride atteint 2,8 litres au 100 pour 64 grammes par kilomètre. C'est une baisse de plus de 40%. Peu importe si c'est le cycle WLTP, NEDC, EPA ou la vraie vie, 40%, c'est 40%. Et qu'en est-il de la batterie et du moteur électrique ?
Le bon côté des choses avec cette forme d'hybride, c'est que la batterie stocke très peu d'énergie à tout moment et le moteur est assisté par le moteur à essence quand on lui demande beaucoup de puissance. Donc ces deux éléments peuvent être sous-dimensionnés. Les plus grosses batteries qu'on puisse trouver chez Toyota font moins de 2 kWh. On a donc dans le pire des cas, moins de 200 kg de CO2 pour leur fabrication. Un moteur électrique modeste comptera environ 800 kg de CO2 pour sa fabrication. Une hybride traditionnelle ajoute alors environ 1 tonne de CO2 à la fabrication par rapport à un équivalent essence. Le surplus de CO2 à la fabrication est négligeable quand on voit la baisse en rejet qu'un tel système apporte. Tout a l'air parfait dans le meilleur des mondes, cependant il y a un gros mais. La batterie ne se recharge que pendant les périodes de freinage. En ville ou sur un trajet rural où vous avez régulièrement des stops, des ronds-points ou autres ralentissements, ça marche super bien. Pour avoir été dans beaucoup de Toyota hybrides, je peux vous garantir que ça marche du tonnerre. Par contre, mettez-vous sur une ligne droite pendant des heures, par exemple une grosse départementale ou une autoroute, et vous remarquerez que les performances s'approchent de celles d'une voiture à essence classique pour la simple et bonne raison qu'une hybride dans ces conditions n'a que le moteur à essence qui tourne. Cette forme d'hybride n'est donc pas pour tous les scénarios. Mais pour un usage mixte ou majoritairement urbain qui est le quotidien de la majorité des gens, elle est très intéressante. L'autre catégorie d'hybride, c'est l'hybride rechargeable, également appelé FEV, qui est un pas de plus vers l'électrification. Elle applique les mêmes principes de fonctionnement qu'une hybride traditionnelle, sauf qu'elle embarque une batterie plus grosse qui peut être rechargée comme une voiture électrique. Les batteries d'hybrides rechargeables sont plus grosses que celles d'hybrides traditionnelles, mais plus modestes que celles de voitures électriques. Vous trouverez actuellement des capacités allant de 8 kWh comme la Prius FEV à 15 kWh pour la Kuga FEV. Le moteur électrique, par contre, doit être un peu plus musclé que sur une hybride traditionnelle pour pouvoir entraîner seule toute la voiture de façon relativement souple. Le but est que vous puissiez utiliser la voiture comme une électrique pour vos trajets quotidiens et que le moteur à essence n'intervienne que pour les trajets plus longs. Il interviendra également lorsque vous demandez de la puissance, par exemple quand vous écrasez l'accélérateur. J'ai trouvé un article concernant la consommation en usage réel d'une telle voiture, écrit par le propriétaire d'une Prius hybride rechargeable avec une petite batterie de 8 kWh. Ses trajets habituels étaient entre 40 et 50 km, à la fois sur route, autoroute et en milieu urbain. En usage quotidien, sa batterie lui tient moins d'une cinquantaine de kilomètres. Le maximum qu'il a pu faire est 50,2 km à 55 km/h. En adoptant une conduite raisonnable pendant 1 an, le moteur à essence n'est intervenu que sur 28% de la distance. Il interviendra moins s'il y a une batterie plus grosse. Reprenons nos graphiques. En prenant une batterie de 10 kWh dont la fabrication rejette 1 tonne de CO2 et en prenant un moteur électrique dont la fabrication rejette aussi 1 tonne de CO2, on calcule qu'une hybride rechargeable ajoute environ 2 tonnes de CO2 à la fabrication par rapport à un équivalent essence. En partant du principe qu'une hybride rechargeable tourne comme une électrique 70% de la distance et qu'elle tourne comme une hybride traditionnelle le reste de la distance, on voit qu'elle présente un bilan carbone à peine plus élevé que celui d'une voiture 100% électrique, tout en limitant les problèmes liés à la fabrication de grosses batteries. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et bien du coup, on a fait le tour de la pollution de l'automobile. Ceci étant dit, j'aimerais parler d'un dernier point, il s'agit de la capture directe de CO2. Je ne cherche pas à dire ici que c'est une bonne ou une mauvaise idée, je pense juste qu'il est intéressant d'en faire une brève analyse. La capture de CO2 consiste à pomper d'énormes quantités d'air pour en isoler le CO2. Ce CO2 peut être ensuite stocké géologiquement, utilisé à des fins chimiques ou alors transformé en carburant. C'est une technologie qui coûte aujourd'hui, si on fait une moyenne des estimations, 140 € par tonne de CO2 capturé, mais dont les coûts sont estimés à descendre en dessous de 50 € par tonne d'ici 2040. Ces chiffres sont intéressants quand on regarde le coût d'achat de différents types de voitures. Les voitures électriques sont à peu près 10 000 € plus chères que leur équivalent essence. Les hybrides traditionnels ont l'air d'être environ 2 000 € plus chers, et les hybrides rechargeables, comme les électriques, ont l'air d'être environ 10 000 € plus chers.
En prenant le graphique sur 15 ans du bilan carbone d'une essence, d'une hybride traditionnelle, d'une hybride rechargeable et d'une électrique de 2020, on voit que les trois types de voitures avec des motorisations essence ont des bilans en CO2 respectivement plus élevés de 24,9 tonnes, 13,2 tonnes et 1,5 tonnes. Donc si on mettait une taxe dédiée à financer la capture du CO2 supplémentaire par rapport à une électrique, en comptant 140 € par tonne de CO2 capturé, celle-ci devrait être de 3 486 € pour l'essence, 1 848 € pour l'hybride traditionnel et 210 € pour l'hybride rechargeable. La raison pourquoi j'en parle, c'est qu'aujourd'hui, l'État verse beaucoup d'aides pour l'achat d'une voiture électrique. Entre 5 000 € et 11 000 € de primes à la conversion et jusqu'à 7 000 € de bonus écologiques. Sauf qu'on peut se demander si c'est le meilleur moyen de dépenser cet argent. Je ne dis pas qu'on ne doit pas encourager l'achat de véhicules plus propres, mais je dis simplement qu'on pourrait peut-être mieux répartir l'argent. L'électrique et l'hybride rechargeable ne sont pas à jeter, surtout pour les milieux urbains. Il ne faut pas oublier qu'au-delà du CO2, l'électrique c'est aussi moins de pollution sonore et moins de pollution de l'air. Quelle est la meilleure option alors ? Essence, diesel, hybride traditionnel, hybride rechargeable, électrique ? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas faire de généralité. Si vous entendez des gens dire « l'avenir c'est ça et le reste faut l'interdire », ils ont probablement tort, ça dépend des situations. Prenez le diesel contre l'essence et l'hybride traditionnel. Oui, l'hybride consomme et rejette 40% de moins qu'un équivalent essence, et oui, le diesel rejette plus de polluants, et même s'il consomme 25% de moins par rapport à un équivalent essence, ses rejets en CO2 ne sont inférieurs que de moins de 10%. Mais pour quelqu'un qui fait beaucoup de routes, essentiellement en ligne droite, ce qui ne va généralement pas être en milieu urbain, le diesel va être le mieux. L'hybride traditionnel ne va servir à rien sur de la ligne droite, les systèmes de dépollution vont être dans les conditions idéales pour bien fonctionner, les polluants qui passent ces systèmes ne vont pas impacter beaucoup de personnes, et le bilan CO2 reste le plus intéressant. De l'autre côté, quelqu'un qui a une utilisation mixte de sa voiture trouvera que l'hybride traditionnel est la meilleure des trois options. Si on part sur des systèmes à batterie plus chers, l'électrique c'est pas forcément la solution la plus désirable. On dépense des fortunes à essayer de donner à l'électrique l'autonomie de l'essence pour en faire un remplacement, alors qu'on a bien vu que l'hybride rechargeable peut donner le meilleur des deux mondes pour un coût et un bilan CO2 similaires et moins de contraintes sur les ressources en minerais. De l'autre côté, si vous voulez acheter une petite voiture et que vous savez que vous la conduirez souvent mais jamais très loin, comme par exemple en ville, l'électrique est taillé pour ça. Par contre, si vous êtes un tout petit rouleur qui prend très rarement sa voiture, peut-être faudrait-il mieux rester sur de l'essence ou de l'hybride traditionnel et éviter les grosses batteries qui perdent la charge et qui se dégradent. Mieux encore serait de garder l'ancienne voiture. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas se laisser tomber dans la sursimplification et la démagogie écologique. Je pense notamment à cette loi qui va interdire complètement la vente de véhicules fossiles en 2040, y compris les hybrides rechargeables. Pour tous les chiffres et tous les graphiques que je vous ai montrés, j'ai fait de mon mieux pour m'approcher de la réalité et de prendre en compte le maximum d'éléments affectant significativement la pollution. Mais je rappelle qu'il m'a fallu faire des hypothèses et des moyennes, et rien qu'entre une Clio et un Scénic, les chiffres peuvent fortement varier. Donc ce qui a été montré à l'écran ne correspond peut-être pas à votre cas particulier, mais ça permet de vous donner une bonne idée générale de la situation. J'espère que ces informations vous permettront d'avoir un avis un peu plus informé sur la question de l'automobile, et je vous dis à la prochaine.